Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous servir, c'est notre devoir. Heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, comme chaque week-end, bien sûr, pour suivre cette émission au cœur du sport. Une émission hebdomadaire qui revient sur l'actualité de la semaine. Cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Le lancement de la première édition du changement par les sports. Il y a eu également cette guerre ou on va dire cet échange entre les clubs et la Ligue, enfin la Fédération congolaise de football, l'association sur cette épée des Damoclès du tribunal arbitral du sport. Mais nous avons préféré plutôt vous parler de l'essentiel en lieu et place de vous vautrer dans des guéguerres interminables, tantôt entre le ministère des Sports et Loisirs et la Fédération des Karaté-Do du Congo. Nous avons préféré donner à votre cerveau ce qu'il y a de meilleur et vous parler bien sûr des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Oui, c'est un dernier virage, mais très important. Ça passe ou ça casse pour les Léopards. Nous sommes à la veille d'un match important ou des deux matchs importants. D'abord contre le Soudan du Sud, mais également contre le Sénégal. Ce sera bien sûr au stade de Martyrs de la Pentecôte le 9 septembre prochain. C'est bien sûr la dernière livraison ou le dernier numéro de votre magazine Au cœur du sport. On se souvient un peu de ces tristes matchs entre la RDC et la Tunisie en 2017. Alors on sera là nombreux bien évidemment pour essayer peut-être de corriger un peu ce qui s'est passé en 2017. Vous êtes sur Télé 50 et vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Au cœur du sport. Le temps pour moi de recevoir les confrères qui font l'actualité ou qui analysent froidement l'actualité avec leur cerveau. J'ai des Luis Coupa qui nous a manqué pendant plusieurs semaines, puisque depuis un temps, il était devenu un peu comme le chef coutumier de cette émission. Il est avec nous. J'ai des bonjours et bienvenue. Merci Christian. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'était un réel plaisir de faire ces retours, puisque ça faisait un bout de temps. Vous savez, nous sommes toujours habitués à informer, à analyser surtout les informations sportives, et lorsqu'on n'est souvent pas présent, on reçoit des appels de partout pour qu'on sache un peu ce qu'on est devenu. Merci à ceux qui nous ont appelés, à ceux qui ont voulu savoir sur notre état de santé et tout. En tout cas, ça prouve que l'émission est beaucoup suivie et les gens, en tout cas, préfèrent écouter, entendre, comprendre ce que nous essayons un peu d'analyser. C'est toujours un plaisir. Je suis ravi d'être là avec les confrères. Ouais. Et je te laisse la présentation. Et voilà, vous serez, je sais que ça, c'est votre... on dit votre repas, hein. Parler de l'équipe nationale, changer de Luis Coupa, c'est peut-être le privé dans ces moments somptueux. Donc, quand vous parlez de l'équipe nationale, il faut l'avoir puisqu'il aime bien parler des Léopards. Emery Kabongo également, il nous a manqué pendant plusieurs semaines. Lui aussi est sur le sentier, je veux dire, des GD, tout le temps des lives sur TikTok, sur Facebook, je le suis d'ailleurs. Maintenant qu'il y a match la semaine prochaine, vous le verrez vraiment en mouvement. Est-ce qu'il va bien, Emery? Au moins pour quatre épingles, comme d'habitude. Merci. Bonjour Christian et bonjour à tous les amis sportifs. Au moins pour les matchs, je ne serai pas en live. Là, on sera avec vous au stade si vous serez là. Si vous n'avez pas peur de revivre les calvaires qu'on a vécu face à la Tunisie, j'espère que ça ne va pas arriver. Et bien, je n'aimerais pas directement plonger dans les bains des sujets pour parler du Sénégal. Il y a le Soudan du Sud d'abord qui sera là aussi. C'est un match important. Ouais. Alors bref, je suis très content d'être de retour sur ces plateaux après un bout de temps. Ouais. Et surtout que les sujets est alléchant. Ouais. Et les castings, il est chaud. Intéressant, ça s'annonce. C'est ça. Voilà, on a hâte de parler des Léopards de la RDC. Avant de recevoir les Benjamins sur ce plateau, je voudrais d'abord donner la parole à Monsieur l'Authentique. Deyo Matumona, lui aussi, il dit tout ce que les autres disent, peut-être tout bas, et il n'a pas peur d'être contredit. Notre confrère de HTV Télévision, depuis un moment, il est devenu un peu héros dans l'ombre. Il est là, mais il n'est pas là. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, bonjour aux confrères. Un plaisir d'être là encore une fois de plus, surtout de revenir, de partager ces plateaux. Je me suis dit, quand je venais, j'ai dit, ah, là, je vais au temple du raisonnement, de la réflexion, parce qu'il faudra mouiller les maillots, batailler, dire, surtout donner le meilleur de soi-même, pour faire avancer les choses. C'est pourquoi peut-être je suis incompris par le public. Ils disent, voilà, tu prends toujours à contre-pied les sujets, même si tout le monde nage à gauche, toi tu veux toujours prendre la droite. Bon, j'estime que je reste fort et ferme dans mes convictions. Merci Christian. Allez, il s'appelle Emmanuel
Kiffouane, je passe quand à faire 44 millions, partenariat à Barcelone, Chan. J'ai dit, bon, aujourd'hui, on va parler de l'équipe nationale de la RDC. J'ai des choses à dire. Ouais, on va rester dans l'actualité. Est-ce qu'il va bien? Il aime aussi parler de l'équipe nationale. Il se surnomme le GOAT. Je sais pas, c'est parce qu'on vous appelle comme ça ou c'est vous-même vous appelez comme ça? Il se sent GOAT, donc il faut le laisser dans son aise. Voilà, donc bonjour Christian et bonjour à tous les téléspectateurs. Ouais. C'est un plaisir de parler des Léopards de la RDC et surtout que j'attendais le retour au plateau. Ça fait 3 semaines que je n'étais en train que d'écrire. Ouais. Et comme c'est un sujet très intéressant, donc le dernier virage, les 4 finales qui nous restent pour rejoindre les triades américaines. Merci beaucoup d'ailleurs, le chemin à parcourir pour atteindre l'Amérique, c'est-à-dire le Canada, le Mexique, les États-Unis. Ce sera un peu plus long, mais on y est presque. Mais il faut rester prudent. Avant qu'on ne plonge dans le bain de l'actualité, je voudrais d'abord qu'on parle volleyball. Ouais, en passant, puisque vous savez, le bateau de l'édition 20+1 accoste déjà ce dimanche. Une grande fête pour les amoureux de la balle au filet. C'est bien sûr au gymnase de la police nationale congolaise que ces bateaux devra bien sûr accoster. Une édition d'EO que vous avez peut-être suivie en ligne, puisque ça passe aussi en direct sur les différentes plateformes de communication de la Fédé. On s'est dit quand même, quand ça pleurniche ou ça tire à boulet rouge en football, dans d'autres disciplines, on sent quand même de l'organisation, notamment en volleyball. Déjà, la formule 20+1 marquait la fin d'une série et le début d'une autre. Cela voudrait dire simplement que dans cette fédération, on a voulu que les choses changent un tout petit peu. Dans l'organisation surtout, moi j'y étais, je crois, le week-end dernier, où j'ai été impressionné de voir ce qui s'est fait là-bas, ce qui se passe là-bas. Sur le plan organisationnel, vous avez pas mal de régularité des matchs. Il y a l'ordre, la discipline. Et dès que vous y entrez les stands, vous sentez qu'ils veulent vraiment vendre cette discipline autrement. Ça, c'est une bonne chose. Mais surtout, la capacité pour une fédération de s'attirer autour d'elle de partenaires, des annonceurs, de sponsors pour accompagner l'événement. Moi, je me dis, après cette compétition, il va falloir à d'autres fédérations également d'apprendre. On apprend que ce qui est bien, Christian, d'aller s'enquérir de la situation, comment est-ce qu'ils ont fait pour réunir autour de cette fédération autant d'annonceurs et de sponsors. Parce que la fédération n'a pas seulement pour mission d'étendre la main vers l'État, mais aussi de créer une autofinance en elle-même pour prendre en charge certaines dépenses. Parce que malheureusement, dans d'autres fédérations, quand il y a compétition ou quand il y a quoi que ce soit, vous avez toujours la main tendue de la fédération. Mais également, il y a le niveau de jeu, l'aspect technique de cette compétition. On va d'ailleurs voir en image, puisqu'il y a tellement le niveau technique, contrairement aux éditions antérieures, cette fois-ci, on sent que même les équipes venues des provinces, allez, mouillent les maillots, suivent sang et eau, bien évidemment, pour chercher leur victoire. J'ai vu les volets club Emmanuel, par exemple, Christian, pour ne pas vous interrompre, excusez-moi. Ouais, d'ailleurs, en image, on voit les derniers matchs de quart de finale entre Emmanuel et la garde républicaine. Donc voilà. C'était un match intéressant. Intéressant, plaisant à suivre. Emmanuel qui revient fraîchement des interclubs avec les championnats d'Afrique, qui a beaucoup aidé ses clubs à rehausser son niveau, contrairement aux éditions dernières. Et en face, vous avez une formation de la police assez redoutable aussi. Donc, il y avait vraiment les étincelles à l'air. Et c'est vraiment plaisant à suivre. Moi, je ne sais même pas pourquoi ces gymnases n'arrivent pas à faire l'archicomble. J'aurais vraiment voulu inviter encore du monde. Faites un tour aujourd'hui. Ah, enfin, moi, j'étais là. Faites un tour aujourd'hui. J'ai peut-être le temps de vous donner aussi, parce que vous suivez ce qu'a fait Christian Matata depuis un temps. Apparemment, il est resté sur, on va dire, sur sa dynamique. Il est là, il aime le volleyball et on sent que le volleyball, c'est resté au mât depuis un temps. Oui, la RDC n'a jamais créé une discipline sportive, mais la RDC sait jouer, pratiquer toutes les disciplines finalement, parce qu'il y a du talent dans notre pays, on doit le reconnaître. Et lorsque dans la situation actuelle où le pays traverse des moments compliqués dans plusieurs secteurs, lorsque nous sentons quand même qu'il y a des mécènes sportifs ou bien des dirigeants qui prennent la responsabilité de dépenser de leurs moyens pour encadrer la jeunesse, bah, on ne peut que féliciter, parce que c'est quand même l'élite, on doit dire ça comme ça. C'est une fédération qui ne reçoit vraiment pas des subventions de l'État, mais qui, tant soit peu,
arrive à organiser ses compétitions, arrive à encadrer la jeunesse, arrive à primer même les athlètes, tant soit peu. Donc je vais dire félicitations à ceux qui pensent à cette jeunesse, ceux qui veulent vraiment voir la jeunesse quand même évoluer. Et voilà, il y a quand même du spectacle, on regarde. Je suis en direct, hein, la compétition, vraiment sur les réseaux sociaux. Même l'organisation sur des réseaux sociaux, vous sentez quand même il y a un certain sérieux. Ça se voit qu'avec un peu de moyens, ils peuvent encore faire plus. Et je vais encore une fois féliciter les athlètes pour qu'ils mouillent le maillot, qui essaient un peu de profiter de leur talent, qui essaient de vivre de leur talent et de montrer qu'on est capable d'avoir encore plus si on met un sérieux au niveau déjà à la tête du pays. Donc on pourra faire beaucoup de choses. Le volleyball, une discipline peut-être pas beaucoup médiatisée, mais organisée sur le plan national. Alors, je pense qu'il y a une sorte d'évolution ici d'une certaine révolution. Okay. D'autant plus que je vois un mal pour un bien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on fait une fixette sur le football qui ne marche pas non plus. On va en parler. Ouais. Alors, certaines disciplines sportives où on a des talents innés, comme je l'ai dit, la RDC n'invente pas des disciplines, mais elle sait quand même produire de fruits, des talents et tout. Alors, certaines disciplines qui se sentent un peu lésées, abandonnées à leur triste sort, se sentent obligées, en fait, de cravacher pour aller un peu plus loin. C'est que nous ne voyons pas dans le foot. Dans le foot, tout le monde va pleurnicher auprès de l'État. Mais les autres disciplines savent que si elles font comme les dirigeants de notre football, eh bien, leur cri ne sera que voilà, une prédication dans les déserts. Alors, cette révolution-là, ces moments de révolte, en fait, amènent les dirigeants de volleyball, à l'occurrence, d'aller un peu plus loin au-delà de leurs limites. Et pourtant, aujourd'hui, si toutes les disciplines faisaient pareil, si même au niveau du football on faisait pareil, on ne serait pas aujourd'hui en train de vivre à l'enterrement du football, parce que notre football est mort depuis longtemps, c'est l'équipe nationale qui est en train de sauver. Mais du côté des volleyball, ils ont compris que avant de tendre la main à l'État, on doit d'abord nous organiser nous-mêmes au minimum à 60 ou 70%, surtout financièrement, et ils sont autonomes. Alors, le fait qu'ils sont voilà, abandonnés à leur triste sort, c'est qui n'est pas bien, mais c'est mal pour un bien. Les biens maintenant, c'est cette révolution et qui amène aujourd'hui cette évolution. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes trop football, mais attention, hein, quand on aime les sports rois, on doit aussi penser à d'autres disciplines, à l'instar du volleyball. Le volleyball qui est resté sur un chemin très prometteur, malgré les moyens, on va dire, les moyens financiers qui ne suivent pas. Mais bon, ils se battent quand même pour faire vivre cette discipline. C'est ce qu'il y a de manquant dans le football, parce que l'aspect commercial et marketing est très important. Il faut se vendre. Tous les sports doivent se vendre. Le basketball est en train de montrer l'exemple pareil avec le volleyball, où je n'ai jamais entendu de rumeurs, des personnes qui sont en train peut-être de pleurnicher au niveau des financements au lieu de s'organiser en interne. C'est à partir de là, en fait. Donc c'est le bon exemple. Même les clubs de football devraient penser à cela, penser à s'organiser, penser à se vendre. C'est ça d'ailleurs, lors du 21e siècle et de l'époque dans laquelle nous sommes. Nous passerons en 2026. Et il me sera un peu gênant de voir des clubs se plaindre des subventions alors qu'ils ont les maillots qui peuvent se vendre, ils ont l'image du club qui peut se vendre. On se vend de plusieurs manières et le volleyball sait le faire plutôt avec M. Christian Matata à la tête de cette fédération et qui mène toujours un très bon travail depuis certaines années. Je n'ai jamais entendu cette fédération se plaindre de quoi que ce soit en tout cas. Merci beaucoup, chers amis. Parce que là, nous faisons déjà la course contre la montre. On va à présent revenir sur un autre point important ou une autre actualité sportive importante, le lancement du changement par les sports. Cette première édition avec des panels d'expérience, notamment Constant Omar Selemani, Innocent Kibundoulou. Il y avait également Joe Lolonga qui ont passé au peigne fin toutes les questions qui fâchent un peu dans le mouvement sportif. Question de trouver une solution, puisqu'on reviendra. Après les années, si rien n'est fait, on reviendra chaque saison, chaque année sur le même problème, alors qu'il y a des intelligences comme ça, capables de réfléchir. Mais qu'est retenir exactement de cette première édition de changement, ou du changement par les sports? Je voudrais qu'on prenne Hugues Bolé, je crois, parce qu'il est dans l'organisation avec Bob Richard Makandalele. Est né d'une réflexion collective qui s'est imposée à nous après un moment douloureux pour notre pays, l'élimination de nos léopards
lors du championnat d'Afrique des Nations en cours. Cet épisode, loin de nous abattre, a suscité en nous une conscience nouvelle. L'énergie du sport en moteur de changement positif. Voici à titre indicatif notre feuille de route pour les 18 prochains mois. Première phase, du 1er mois au 6e mois, lancement et mobilisation. Conférence de presse, celle qui a lieu aujourd'hui. Mise en place d'un secrétariat exécutif et d'une identité visuelle officielle que vous voyez, changement par le sport. Cartographie nationale des disciplines sportives et identification des partenaires institutionnels et privés. Création des comités locaux, pilote dans 5 provinces stratégiques. Organisation de tournois de proximité intégrant des messages citoyens sur la paix, la discipline et la cohésion. Première campagne nationale de communication et sensibilisation via médias traditionnels et réseaux sociaux. Objectif, toucher 10 000 jeunes, installer 5 comités, lancer 3 événements pilotes. Allez, on a suivi Red Voice, qui est bien sûr dans l'organisation ou dans le comité d'organisation de ces changements par les sports avec Bob, Richard, Makandalele. Ils sont nombreux, hein, mais j'ai n'ai cité que ces deux-là. Je voudrais qu'on prenne aussi la réaction d'une invitée, c'est bien sûr Madame Arlette Boutella. Arlette Boutella, vous savez, qui est depuis un temps active dans le mouvement ou dans les milieux du football de la RDC, puisqu'elle tient vraiment à postuler au poste de président de la Ligue nationale de football féminin. Elle a été présente et elle a bien sûr dit quelque chose de très important, bien sûr, parce que vous savez, elle respire football et elle aime bien sûr le football. On l'écoute. Moi, je me dis que c'est quelque chose qui vient réveiller la conscience, au fait. Parce que c'est vrai que beaucoup de choses se passent dans le milieu du sport, mais il n'y a pas un cadre formel pour en discuter librement, sans parti pris. Aujourd'hui, parler changement dans le sport comme vecteur de changement, je crois que c'est la bienvenue pour écouter aussi les autres, pour écouter également les expériences des autres, pour nous permettre à nous de mieux gérer demain le sport, de mieux gérer aujourd'hui, d'avoir des idées novatrices pour permettre justement le développement du sport dans son intégralité. Et je crois que pour parler sport, c'est intergénérationnel. Il n'y a pas d'âge pour le sport. Et le mieux, c'est parler sport comme compétition, mais également parler sport comme vecteur de développement et de santé. C'est une aberration aujourd'hui de parler sport sans la femme. Parce que la femme constitue le sport de demain. Le sport de demain, c'est la femme. Justement, on le voit à travers le football et aussi à travers d'autres disciplines. Mettre la femme en avant-plan, c'est aider justement cette femme qui doit devenir mère demain ou après-demain à mieux se connaître, à mieux se comporter pour que demain puisse être meilleure également si elle est dans la compétition, pour qu'elle puisse justement jouir de ses efforts dans le sport. Puisqu'on est déjà dans le club Amani, vous le savez, encadrer de jeunes dames. Aujourd'hui, on se dit qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent réellement parler. Et il ne faudrait pas que ce soit seulement les sportifs. Parce que nous regardons nos enfants grandir. Des enfants qui s'expriment bien, qui sont intelligents, mais qui a priori sont des inaptes parce qu'ils ne pratiquent pas le sport. Est-ce que déjà avec les frais que nous payons qui sont exorbitants, on devrait encore payer des frais connexes pour que les enfants pratiquent le sport? Je ne pense pas. D'où il devrait y avoir une politique qui doit intégrer le sport dans l'éducation et l'instruction au niveau des écoles. Bien voilà, on va entrer de plein pied dans notre thématique, parler bien sûr des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous savez, ça fait plus de 50 ans que la RDC cherche à retourner au mondial après cette génération, on va dire, dorée avec Pierre Moulamba dit Volvo. Depuis 74 jusqu'à aujourd'hui, 51 ans exactement, on n'arrive pas à retourner en Coupe du Monde. Là, nous avons notre destin en main. Et ça passe notamment par les 4 matchs qui nous restent, notamment contre le Soudan du Sud déjà, le 5 septembre à Djouba. Déjà, le match le plus important,
que nous avons pour cette période de trêve de septembre, c'est celui contre le Soudan du Sud. Parce que si nous gagnons ce match, nous nous maintenons à la première place. Quoi qu'il arrive entre le Soudan et le Sénégal, le Soudan du Nord, on va se maintenir à la première place. Pour moi, c'est le match le plus important. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur du Sénégal. On n'a aucune raison d'avoir peur du Sénégal. Et la question qu'il faut se poser, c'est on a peur du Sénégal ou de la réputation du Sénégal? Parce que le Sénégal actuel n'est pas un Sénégal à craindre. Et parlons de ces 51 ans d'absence. Aujourd'hui, cette qualification va se jouer et jouer sur plusieurs enjeux, notamment l'enjeu sécuritaire. Je remonte à 2005, l'époque où la Côte d'Ivoire se qualifie pour la Coupe du Monde, malgré les tractations, malgré les guerres qu'il y avait eu, parce qu'ici on essaie un peu de tout condamner, tout renvoyer, voilà, à ce qui ne va pas bien, au lieu de trouver des solutions, parce que là où il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. Alors qu'est-ce qui va se passer, ou qu'est-ce qui est censé se passer? Si jamais on se qualifiait pour cette Coupe du Monde, ça va développer plusieurs secteurs, ça vendra positivement le pays, ça sortira le pays de là où il est et arriver à atteindre même là où on peut imaginer que le pays peut arriver. Je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée en 2005 pour le Mondial 2006. Drogba a pris la parole pour demander à ce que les armes soient déposées. Le football, c'est un sport qui unit les gens. On ne peut pas toujours penser négativement. Parce que là, nous avons l'opportunité de sortir tout un pays. Et ce sont les joueurs qui ont cette responsabilité-là, de sortir tout un pays d'une situation voilà, qu'on décrit, certes, mais la solution, elle est là. Le football réunira tout simplement ou réunifiera ce pays autrement et nous renverra 51 ans après dans ces triades américaines pour disputer le mondial. Est-ce qu'on ne risque pas de commettre l'erreur qu'on a commise contre le Soudan? On bat la Mauritanie, je crois. On bat la Mauritanie, on part... Perdre contre le Soudan. On part, c'était en Libye, je crois. On part en Libye, perdre 1-0 contre le Soudan. Enfin, est-ce que ça ne risque pas de nous rattraper face aux petites équipes, entre guillemets? On lâche prise et face aux grandes nations, on vient vraiment pour jouer. Non, je crois qu'ils ont tiré de leçons. Je pense en tout cas que Sébastien Dessa va tirer de leçons, puisque le match là, on se voyait un peu trop arriver déjà, parce que c'était une bonne période. Avec des matchs de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations, on avait gagné. On a gagné le premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et Sébastien Dessa, c'est un peu de toucher à l'effectif. La gestion de ces matchs-là, on a dominé tellement ces matchs-là, on devrait gagner. Mais sur un but contre notre propre camp, on a encaissé et on a perdu comme ça. Et depuis ces matchs-là, vous verrez que la RDC n'a plus jamais perdu. Il a vraiment négocié très bien tous ces matchs, jusqu'à aller prendre même un point très important à Dakar. Donc ça veut dire qu'on a tiré de leçons de ces erreurs-là. Et Sébastien Dessa, comme nous tous d'ailleurs, nous connaissons que c'est le match le plus important, comme Emmanuel venait de le dire, c'est contre le Soudan du Sud. Parce que ces matchs-là, si on gagne, eh ben, on se dit, on s'est fait un ouf de soulagement. Peut-être encore l'autre match difficile, ce sera contre le Togo, peut-être en déplacement. Mais les matchs contre le Sénégal, on doit les jouer calmement, hein, sans peur de se mettre la pression. Parce qu'en cas de match nul, on est toujours dans notre avantage. Vous voyez un peu, donc je crois que Sébastien Dessa, en tant que professionnel, c'est pourquoi d'ailleurs il a privilégié son groupe, le même groupe, même s'il y a toujours... On en parlera, mais l'autre question, est-ce que nous disposons des arguments solides pour aller battre le Soudan du Sud devant son public? Tout à fait, nous avons largement des arguments. C'est quand même, sans pour autant être sous-estimer les Soudan du Sud, mais normalement sur papier, même sur le plan intrinsèque, la qualité, ils vont pas se mesurer à la RDC. Disons-nous la vérité, hein, parce qu'il y a des fois on s'est fait peur pour rien. On néglige certains matchs. Bon, on a tendance à négliger, mais qui nous rattrape finalement. Il faut prendre ces matchs-là très au sérieux. Savoir que les Soudan du Sud peut aussi créer la surprise, mais nous avons les arguments pour gagner sur terrain. Et on part pour gagner. C'est cet état d'esprit-là avec lequel on devrait voyager. C'est comme on a voyagé à Libreville contre le Gabon pour aller gagner 2-0 là-bas. En Nouakchott, c'était la même chose. Ouais. On est parti avec l'idée de prendre le point, on a pris des points. Et ça sera la même chose à Djouba. C'est vrai que le Soudan est en guerre avec tout ce qui se passe, mais la situation est maintenant calme. Mais ce n'est pas un grand pays de football. D'ailleurs, c'est vraiment un petit pays, hein, le Soudan du Sud. Ils sont forts, je crois. Mais ils sont forts en basketball, mais en football, c'est vrai qu'ils arrivent petit à petit. Mais normalement, sur le terrain, on devrait gagner. Parce que si on veut aller à la Coupe du Monde, on ne peut pas perdre contre le Soudan du Sud quand même. Ouais. Si on veut aller à la Coupe du Monde, on ne peut pas perdre devant le Soudan du Sud. Mais en revanche, au revers de la médaille, le Soudan du Sud n'a rien à perdre. Vous avez dit, il joue pour jouer, perdre ou gagner. Et il faut faire très attention avec les équipes qui n'ont rien à gagner et rien à perdre dans une campagne comme celle-ci. Ce sont des troubles faits. Nicolas Dupuy, le sélectionneur du Soudan du Sud, a lancé la préparation depuis une semaine. Ils ont un objectif. L'objectif,
n'est pas d'abord d'aller à la Coupe du Monde. L'objectif, c'est de reconstruire une équipe pour une durée quelconque. Et cet objectif-là va passer par des résultats. Et les résultats concernent également les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, ils n'ont rien à gagner actuellement. C'est vrai que voilà, mathématiquement, c'est possible parce qu'il reste 4 matchs. Ils ont 3 points. On a un classement très serré. Ouais. On est premier avec 13 points. C'est serré, vraiment très serré. Mais après, lorsqu'on essaie de voir la réalité en face, ils ne vont pas y arriver. Ça, on ne va pas avoir peur de le dire. Ils ne vont pas y arriver. Mais ce qu'ils peuvent être capables de faire, c'est simplement de déjouer quelques pronostics. Et ça n'ira pas sportivement en leur faveur, mais quand même pour l'honneur, ils sont capables de le faire. Parce qu'un homme comme Dipuy qui prend les commandes d'une si jeune sélection, les Soudans, sa sélection n'existe que depuis au moins des 12 ans, les Soudans du Sud. Alors, un homme comme Dipuy qui prend, avec toute son expérience, qui accepte de prendre ces projets-là, les projets passent par des résultats et les résultats concernent les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, il faut se méfier. On va jouer face à une équipe qui est très, très bien préparée. Ça, j'arrête pas de le dire. On va jouer face à une équipe du Soudan du Sud qui est très très bien préparée. Mais pour quel objectif ça? Je vous ai parlé des objectifs. Alors aujourd'hui, on a une équipe du Sénégal qui est un peu comme la RDC. Pas dans le sens où on a les mêmes qualités ou peut-être dans la balance, c'est inégalité dans les rapports des forces. Non, ce sont des joueurs qui doivent avoir ces rassemblements, retravailler les automatismes et aller de l'avant. Mais les Soudans d'ici, n'a pas besoin de retravailler les automatismes. 80% de l'équipe, ce sont des locaux qui se connaissent très bien. 80% de l'équipe, ce sont des locaux. C'est pour ça même qu'ils ont déjà commencé la préparation. Ils vont attendre quelques professionnels qui jouent dans des petits clubs, ils vont venir et puis leur problème, c'est reconstruire l'équipe et aller de l'avant. Ouais. C'est ce qui devrait inquiéter la RDC et non les Sénégal, etc. La RDC a des arguments à faire valoir. Ça, on doit se les dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais on ne va pas se focaliser sur ce qui ne va pas. Les incertitudes, c'est notamment au moment de la publication de la liste, il y avait au total 11 joueurs qui n'avaient plus joué depuis le mois de juin. Les uns parce qu'ils ont été écartés de leur club, les autres parce qu'ils étaient blessés. Bongonda est blessé. Moukaou, bon, ça je parle d'abord au moment de la publication de la liste. Moukaou, c'est juste après la publication. Touanzebe est revenu en FL Cup avec Burnley qui s'est qualifié pour le 3e tour, mais il n'avait plus joué depuis très longtemps. Et parmi les joueurs qui ont joué la dernière fois au mois de juin, c'était seulement lors des matchs amicaux à Orléans. Ouais. Avant ça, il n'avait plus joué. Et lorsqu'on cite les joueurs qui sont écartés de leur club, on a des joueurs qui sont sans club, comme Berthaud, qui est notre meilleur gardien actuellement. Je ne m'inquiète pas trop pour lui, hein, mais c'est juste pour citer. Moi, je ne m'inquiète pas pour la situation des gardiens. Donc, les arguments qu'on a à faire valoir, c'est le fait que, malgré toutes ces incertitudes, lorsque ces joueurs-là se rassemblent, ils créent une force. Merci beaucoup. Dès qu'ils se rassemblent, ils créent une force. Mais attention, est-ce qu'on devra plus s'atteler sur nous-mêmes ou il faut chercher à voir les capacités ou les points forts de l'adversaire? Déo. On a notre destin en main. Votre question dépend plus de l'école de chaque entraîneur. Il y a ces entraîneurs, pour préparer un match, il va chercher d'abord à faire déjouer l'adversaire, à les gêner avant de lui proposer. Il y a d'autres, ils n'ont rien à foutre. Ils arrivent, ils imposent et ils s'imposent. Donc je pense que nous avons notre destin en main. Les amis ont tout dit. Nous devrions absolument gagner ces matchs, déclencheur d'une qualification. Si on bat les Soudans, on prend de plus en plus une sérieuse option pour la qualif. Mais seulement l'image ou l'impression que j'ai, c'est comme si on ne voit que le Sénégal. On s'est dit, bon, les Soudans, on va faire vite fait. Attention, tout à l'heure, j'ai attendu ici, les équipes qui arrivent avec la pensée de ne plus rien à gagner, ils sont autant dangereux que les équipes qui ont encore quelque chose à gagner. Parce que les Soudans du Sud vont se dire, voilà, nous jouons contre notre premier du groupe, l'occasion pour nous de montrer à la face du monde que nous existons et que nous allons faire beaucoup de mal dans les années à venir, mais pour l'instant, nous allons les inquiéter. Alors, il faut maintenant faire attention. C'est un match où nous y allons, pas pour justement se nourrir d'un esprit des matchs nuls, mais surtout de le gagner. Et les gagner passe par, je vais dire ici, par la confiance, si vous voulez que j'aborde à ce sens-là, la confiance que Sébastien Desabre a réussi à installer, surtout dans le chef de nos avant-centres. Les deux matchs qu'on a joués à Orléans face au Mali a permis à des garçons comme
Samuel Essendé de se mettre en confiance. Lui qui, depuis son arrivée, ne trouvait pas le chemin de filet. Ce but-là va les permettre certainement de se mettre dans des situations situations mentales justement, un peu plus attrayantes pour nous sortir une performance XXL face au Soudan ici et surtout face au Sénégal. Mais également, vous avez vu Banza qui a encore... Lui aussi, hein, qui a un tout petit peu brisé cette malédiction, parce que lui, Orléans, lui également avait marqué. Oui. Mais... je voulais finir, Christian. Voilà. Aussi, quand vous regardez le groupe de Sébastien, c'est-à-dire ces rencontres-là avaient quand même la peine de se tenir, dans la mesure où des garçons comme Steve Kapwadi se retrouvent dans la sélection parce qu'il a eu à faire un très bon, même si je ne suis pas trop d'accord avec l'approche de toujours venir en équipe nationale lorsque vous êtes déjà au-delà de 25 ans, 26 ans. J'estime que vous n'allez pas longtemps servir en équipe nationale. Le cas Gaël en est pour quelque chose. Mais dans l'ensemble, nous avons quand même un groupe redoutable à même de ramener le résultat et de battre les Soudan chez eux. Mais la question que je pose à GD, parce qu'on connaît un peu comment est-ce que Sébastien joue. C'est vrai que nombreux s'inquiètent un peu du fait qu'il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas un système clairement défini. Est-ce qu'on va jouer libéré pour aller chercher la victoire ou bien dans ses habitudes, il va essayer un peu de gérer, voir comment est-ce que l'adversaire va essayer de se produire et voir comment se déchaîner. Est-ce qu'il va vraiment jouer pour prendre des points? Vous savez, nous sommes dans un pays où beaucoup de gens aiment le football. En même temps, il y a beaucoup d'entraîneurs aussi, des coachs, des experts dans tout le domaine. Dire qu'une équipe nationale de la RDC n'a pas de fond de jeu, ce n'est pas connaître le football. Nous avons un fond de jeu très, très bien assis. Parce que, je ne cesse de le dire, la RDC a progressé sur le plan tactique. Vraiment sur le plan tactique, vous pouvez voir que vous jouez, les joueurs respectent la tactique. Comment défendre ensemble, comment attaquer ensemble, comment rester en bloc bas, comment se lancer. Vous sentez que la tactique, elle est respectée. La preuve, la RDC joue son football, même s'il gagne 1-0, difficilement, mais quand même, il s'est mis à l'abri. Mais c'est peut-être un aspect qui peut inquiéter, ça veut dire on encaisse moins et on en marque, enfin, on n'encaisse pas beaucoup, on ne marque pas beaucoup. Heureusement pour nous que même le 1-0 là sont capital dans ces éliminatoires. En tout cas, on va peut-être en parler plus tard, être prolifique. Mais tant que ça nous ramène des points importants, qu'on engage les points, qu'on est premier du groupe, c'est la tactique qui fonctionne. Et comment jouer face au Soudan du Sud qui n'a rien à perdre? Là, on vient jouer directement pour marquer ou on vient d'abord temporiser, calmer le jeu, voir comment est-ce que l'adversaire joue et puis on joue comment? Avant l'arrivée de Sébastien Dussab, nous avions un seul jeu seulement. En 4-3-3, jouer en 4-3-3, donc classique. On joue avec le numéro 7, numéro 11, on joue comme ça, peu importe l'adversaire. Mais actuellement, nous savons nous adapter par rapport à l'adversaire. Souvenez-vous, au départ, lorsque Sébastien Dussab est arrivé, il essayait un peu de jouer contre les petites nations. On a joué contre la Mauritanie, on a joué contre le Soudan, aux éliminatoires. Bien évidemment. Donc, on a gagné, mais il a imposé une touche. Actuellement, si vous regardez le dernier match de la RDC, c'était les deux derniers matchs. C'était contre Madagascar et contre le Mali. Des adversaires avec des jeux totalement opposés. Donc, contre Madagascar, c'est une équipe qui devrait normalement subir contre nous. Nous devons jouer notre jeu offensif. On l'a joué, on a marqué 3 buts à Orléans. Donc, on a joué un jeu très offensif en marquant. Par contre, contre le Mali, c'est pratiquement le même style déjà avec le Sénégal. Avec des joueurs très bons tactiquement, très bons techniquement, qui peuvent vous faire du mal, qui vont attaquer. Vous allez défendre. J'ai regardé le match, on a beaucoup défendu contre le Mali, même si on a gagné. Et le plus important, c'est de ne pas encaisser. C'est travailler comment ne pas encaisser face à toutes ces actions. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous réalisons, en tout cas brillamment jusque-là. Je pense que contre le Sénégal, ça va être la physionomie du match, ça va être la même physionomie comme contre le Mali. Donc on va vraiment subir. Il faut s'attendre à subir des attaques, des offensives, parce que le Sénégal aura la mission de gagner, pas faire un match nul parce que ça sera dans notre avantage. Donc ce qui veut dire qu'ils vont multiplier les phases offensives. Donc à nous de défendre correctement, profiter de nos temps forts, pour jouer le contre-attaque très bien marqué et ne pas encaisser. Et Sébastien Lessab le sait très bien, c'est pourquoi il a travaillé ces deux systèmes de jeu. Donc contre le Soudan du Sud, on va utiliser le même système qu'on a utilisé contre Madagascar, ça c'est sûr, avec un joueur qui va jouer en attaque avec Wissa, comme on l'a vu beaucoup avec Wissa pour combiner, ça c'est certain. Et puis contre le Sénégal, il va jouer en bloc bas, ça c'est clair. L'objectif c'est de gagner le maximum de points possibles, dépasser l'adversaire. Je crois que ceux qui comprennent les tactiques, ceux qui comprennent le football moderne, savent de quoi je parle en tout cas. Je voudrais rapidement rebondir à ce qu'il disait, et je déluse avec votre permission. Ce qu'on évoque peut-être pas, c'est que quand nous serions en train de jouer contre le Soudan du Sud, le Sénégal aussi va jouer contre le Soudan. Contre le Soudan. Ouais. Tout dépendra... La Mauritanie affrontera, je crois, le Togo. Justement, tout va dépendre du résultat.
c'est vrai, nous, la RDC, on n'a pas une équipe peut-être spectaculaire, mais on a une équipe réaliste. C'est-à-dire, ça peut être... Il y a eu des matchs où je n'ai pas été trop d'accord avec l'approche technique où on a ce qu'on a proposé contre les Togo ici et contre, je crois... La Tanzanie aussi. La Tanzanie aussi, ce n'était vraiment pas trop fameux. Mais ce qui est bien, il y avait le résultat. Mais maintenant, à ce même soir-là, nous allons jouer contre le Soudan du Sud. Le Sénégal aussi va recevoir et d'ailleurs, le ce Soudan. sera un match important parce que les deux pays sont en course encore pour exactement. La qualification. Ouais. Donc, nous jouons, on aura un duel en distance entre nous et le Sénégal avant de nous rencontrer. Le Sénégal, c'est vrai, il va vouloir d'abord se mettre en confiance avant son déplacement ici à Kinshasa. Il va vouloir massacrer le Soudan. Ce que nous, notre souhait, c'est que le Soudan s'impose aussi à Dakar au Sénégal, ne serait-ce qu'un match ni ça va faire notre affaire. Mais nous, jusqu'à présent, Christian, nous avons encore notre destin à main. C'est-à-dire, si nous battons le Soudan du Sud, on prend encore une fois de plus, j'insiste, une sérieuse option pour la qualif. On a des gardiens de but, ça fait belle lurette, qui n'ont pas eu des temps de jeu. Mais en défense, il y aura également un certain Chancel Mbemba. C'est vrai qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Avec tout ça, n'avez-vous pas peur qu'on parte à Djouba avec pas des joueurs vétérans, mais des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué? C'est vrai que du mois de juin jusqu'à maintenant, enfin de juin à septembre, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient en forme à Orléans ou au mois de juin, qui ne les sont pas maintenant. Est-ce que quelque part, vous avez aussi cette peur-là, contre toute attente, qu'on se fasse aussi surprendre par le Soudan du Sud? Bon, pas du tout. En tout cas, ce sera peut-être l'une des périodes où j'ai totale confiance en l'équipe nationale parce qu'il y a un état d'esprit de la gagne qui est là. L'enjeu est majeur, donc cela veut dire qu'on ne peut pas risquer de prendre un défenseur juste parce qu'il a le temps de jeu alors qu'il n'a pas le mental même du cocon de Sébastien Desabre. Je ne crains rien pour Berthaud, étant donné que c'est un gardien assez rassurant, qui nous a vraiment rassurés. C'est un gardien que j'ai beaucoup apprécié et qui ne cesse de m'intriguer jusqu'à aujourd'hui de par ses performances en équipe nationale, malgré le faible temps de jeu qu'il avait déjà au niveau de Montpellier. Et pour Chancel Mbemba, c'est le capitaine. C'est lui qui connaît l'équipe. Donc, qui connaît, la cuisine interne. Le capitaine qui n'a pas joué la cuisine interne. toute une saison. Mais les 4 derniers matchs qu'il a eu à jouer des éliminatoires, je pense, il a sorti des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. Ouais. Il a sorti des très belles performances. Donc, d'une part, ce n'est pas que la compétence ou le rythme qui va compter. Ça va plus se jouer sur l'aspect mental. Cela veut dire il y a la stratégie du sélectionneur qui est mise en place et l'état d'esprit. Cela veut dire cette guerre-là qu'on se met intérieurement, se disant, ça fait 51 ans, on doit y retourner. Et c'est pas tout le monde. On ne va pas tester des défenseurs juste parce qu'ils ont du temps de jeu. On va mettre des joueurs en place qui ont la physionomie de l'entraîneur dans leur chef et qui ont aussi cette volonté de pouvoir retourner en Coupe du Monde, parce que ce sera historique. Je vous ai dit que ça jouera sur plusieurs secteurs. Alors, le développement, si je peux le dire, même que ce soit du football ou de tout le pays, repose sur les pieds de tous ceux qui ont été sélectionnés. Alors, je vais quand même vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire avec la liste des Sébastien. On va voir à quoi ça ressemble comme gardien de but. Ce sont les habitués d'ailleurs. Il y a eu Timothy Fayoulou, Lionel Passy, Berthaud. En défense, il y a Bissaka qui rentre, monsieur. Il rentre pendant que Kaloulou bouge. Il quitte la France pour un championnat peut-être moins médiatisé. Est-ce qu'il part à la chasse perd sa place déjà à ces postes-là avant qu'on ait continué avec la liste? Non, pas du tout. C'est pas question d'aller en chasse parce qu'ils sont toujours là en sélection. C'est vrai que la concurrence elle est rude. En tant que professionnels, ils savent de quoi il s'agit. Il suffit vraiment de prouver d'être meilleur que l'autre pour gagner sa place. Je pense que Gédéon Kaloulou a déjà fait preuve en équipe nationale. Tout le monde connaît ses qualités, tout le monde connaît ses compétences aussi. Bon, Wan-Bissaka, c'est vrai que c'est un super bon joueur. On l'a suivi, on le suit depuis très longtemps en Première Ligue. Mais en équipe nationale, il n'a pas encore joué. Donc, certainement, il devrait aussi prendre le temps de comprendre le fonctionnement du système des sabres. Il demande quoi, qu'est-ce qu'il faudrait faire. C'est vrai que c'est un professionnel qui peut s'adapter rapidement, mais je crois que c'est un problème de gestion. Donc à Sébastien Desabre de gérer. S'il pense qu'il peut lancer Wan-Bissaka dans un grand match directement contre le Sénégal, il doit mesurer le risque. Il doit mesurer les risques parce qu'au stade des martyrs, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout au stade des martyrs pour une première fois, pour un joueur qui vient, vous savez. Mais un grand qui a joué. Oui, mais c'est pas au top niveau. C'est un grand. Moi, je pense plutôt que
c'était pas les bons moments pour qu'il arrive pour la première fois en sélection. Tout à fait. Bissaka, c'est le profil que tous les entraîneurs aimeraient avoir. C'est un latéral droit, polyvalent et qui joue piston. Et en parlant des pistons, on a parlé du système de jeu ici et tout, les schémas tactiques des Sabres. On a vu face au Sénégal, à un moment donné, on a joué à 3 derrière et les profils qui faisaient les pistons, c'était Touanzebe et Maswaku de l'autre côté. Bref, Bissaka, on a besoin de lui. Toutes les équipes auraient besoin d'un joueur comme Bissaka. Mais à quel moment devrait-il faire ses débuts en RDC? En quel moment un joueur, peu importe son talent, peu importe ses qualités, je ne vous parle pas des extraterrestres, Messi et Ronaldo, mais des joueurs ordinaires comme Bissaka. Voilà, on est heureux de l'avoir avec nous. Mais ce n'est pas le moment de laisser directement. Ce n'est pas le moment pour lui de venir pour la première fois en sélection. Mais il est quand même là, parce qu'il faut petit à petit s'habituer avec la chaleur de la carrière. Voilà, certes, on voit cette réalité, mais si des Sabres décidaient de les lancer, allez, moi, je préférais qu'il les lance même contre le Soudan du Sud. Qu'il joue, qu'il s'adapte. Loin de Kinshasa, loin de cette chaleur du stade. Mais ça reste un match difficile quand même. Ah oui, mais ça va être un peu facile à gérer par rapport au Sénégal. Mais c'est vrai, ça reste un match difficile, mais on regarde, on pèse dans la balance. Gédéon Kaloulou, on regarde Bissaka, on s'est dit, c'est un des profils qu'on cherchait peut-être depuis longtemps. Mais est-ce pour autant il faut sacrifier celui qui vous a aidé ou celui qui a joué une partition, on va dire, importante? Il ne faut pas oublier je ne sais pas ce que nous appelons. Mais ça aussi. Qui a déjà fait un très bon match au match aller. Je ne sais pas exactement ce que Christian appelle sacrifice, qui est sacrifié à la place de l'autre. Mais seulement la concurrence qui devient un peu rude, disons. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. La concurrence dans une équipe, c'est normal. Mais moi, je me dis, réussir l'intégration dans une sélection, c'est facultatif. Pour les uns, ils peuvent réussir en un seul match. Pour les autres, en 2, 3, 4, 5 matchs. Je ne veux pas qu'on soit dans un cas de figure où le joueur serait en train de vouloir réussir son intégration, en train de découvrir les méandres de l'équipe nationale, comment ça joue, comment ça communique sur les terrains. Je ne voulais pas qu'on prenne autant de risques. J'aurais voulu, par exemple, les 2 matchs qu'on a eu à faire à Orléans, en juin, que Bissaka vienne, par exemple, pour s'imprégner de ce qui se passe en équipe nationale. Plutôt, surtout à Kinshasa, ça ne sera pas Merci beaucoup. Mais je voudrais qu'on avance. Parce que là, j'ai parlé de Bissaka, on a parlé tantôt de Kaloulou. Il y aura également Arthur Maswaku, qui est maintenant à Sunderland avec Noah Sadiki. Eux, au moins, ils ont le temps de jeu, contrairement à d'autres léopards, parce qu'ils jouent presque chaque week-end. Il y aura également Kapwadi Bouchiri Bantoubin Sika, lui qui bouge. Parce que ça, il faut reconnaître. Touanzebe, Chancel Mbemba. Apparemment, une défense. C'est vrai, les joueurs sont là, mais on risque peut-être de ne pas assister, de voir l'image qu'on voyait d'habitude, puisque Chancel et Inonga nous ont habitués avec, on va dire, un axe impérial fantastique. Inonga, depuis un temps, il n'est pas là. Il faut faire avec Bantoubin Sika qui a bougé, qui a quitté Saint-Etienne. Ou comment Sébastien va s'y prendre? Je pense que Kapwadi sera partie intégrante de cette nouvelle défense qu'on aura l'habitude peut-être de voir. On a vu ce qui s'est passé au niveau d'Orléans en France. Il peut intégrer Kapwadi dans ce trio peut-être défensif si jamais on joue en 3-5-2. Mais si c'est 4 derrière avec des latéraux, donc cela veut dire qu'il pourrait carrément l'associer à Chancel Mbemba. Parce que Chancel Mbemba, certains ne le savent peut-être pas, c'est le suppléant même de Sébastien de Sabre sur la pelouse. Parce qu'il donne des consignes sur la pelouse. Donc c'est le capitaine, c'est lui qui dirige en quelque sorte cette équipe. Donc je pense que ça ne poserait pas problème de voir un Kapwadi Mbemba, ce sera encore plus costaud. Ouais, messieurs, là où il ne faut pas... allez-y. J'aurais opté beaucoup plus pour la connexion Batoubinsi Kambemba. Parce que pour moi, j'estime qu'ils se connaissent déjà. Kapwadi, j'ai vu son talent. C'est un garçon qui a vraiment un immense talent. Je crois qu'il joue en Pologne. J'ai vraiment beaucoup de respect, beaucoup d'estime pour son talent. Mais je pense que la connexion Mbemba, ils peuvent toujours... Parce qu'ils ont déjà eu à jouer ensemble. La charnière centrale, attention, quand vous bougez, ça peut déstabiliser un peu. Les conséquences risquent d'être néfastes. Chancel, moi, sa sélection ne m'inquiète vraiment pas. Pourquoi? Parce que j'estime que ce n'est pas seulement lorsqu'on sélectionne un joueur, c'est pour qu'il joue absolument. Il y a de ces joueurs, ils sont aussi les joueurs de vestiaire. Ils ont peut-être un discours de vestiaire. Peut-être qui sait. Mais Chancel ne sera pas dans le vestiaire. Allez, je ne sais pas. Messieurs, s'il y a un compartiment, il faudra s'inquiéter le moins, c'est peut-être les milieux de terrain. Là, il y a Noah Sadik. J'ai parlé tantôt de joueurs qui ont vraiment les temps de jeu, qui sont en confiance. D'ailleurs, Noah, je crois qu'il joue ce week-end ou il jouera ce week-end avec Sunderland. Il y a Edo Kayembe, il y a Mutusami Piquel, d'ailleurs, qui découvre
la Liga. Moukaou, malheureusement. Théo Bongona, malheureusement, peut-être qui ne seront pas là. Il y a déjà des inquiétudes. Mais Chakelia, on va pas s'inquiéter. Beaucoup, on s'est dit, en milieu de terrain, plus de peur que de mal. On a des joueurs qui peuvent. Je pense pas. Non, on a des joueurs qui peuvent faire les jobs, mais on ne va pas dire qu'on ne va pas s'inquiéter. On va s'inquiéter avec ce qu'on a vu. Pourquoi doit-on s'inquiéter? Parce que. Alors qu'on a des joueurs qui sont en forme. Non, mais attendez. Même lorsque vous parlez de Mbemba, moi je regarde, mais pour moi, Mbemba ne joue pas. Mais ensuite, on a un milieu de terrain avec un sélectionneur qui reste dans sa zone de confort. Voilà. La zone de confort de Sébastien, c'est Piquel Moutoussamy. Et les restes, il choisit toujours entre Edo et Kakuta. Ça dit qu'il y a eu du temps de jeu, mais c'était des cas de force majeure. Quand il n'y a pas de cas de force majeure, Desabre ne te fait pas jouer un nouveau joueur. Moukaou, la frustration, un feuilleton qui est déjà fermé, mais on peut rouvrir les dossiers. Il y a de quoi s'inquiéter. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer des Sadiki. Sportivement parlant, performant. Est-ce qu'il aura la chance de commencer? Voilà même où je vais en venir. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer des Sadiki. Mais bon, finalement, Desabre, il connaît ses joueurs mieux que tout le monde. Mais après, nous voyons également des matchs. Si Edo est là, Piquel, Moutoussamy sont là, et surtout que Piquel, qui était parmi les joueurs écartés de leur club, moi je n'ai pas compris son dossier, il a aidé son club à faire une montée spectaculaire en Serie A, mais il était écarté. Et il a trouvé un autre club, l'Espagnol Barcelone, gloire à Dieu. Espérons qu'il joue très vite. Mais s'il y a Piquel, il y a Moutoussamy, franchement, Desabre, il ne va même pas penser à Sadiki et à Moukaou qui s'est blessé malheureusement. Comment ça alors que... Non, mais il est dans sa zone de confort. Il est dans sa zone de confort. Je vais finir. Il est dans sa zone de confort. À chaque fois qu'un nouveau joueur, surtout pour des jeunes, ont eu du temps de jeu, c'était des cas de force majeure. Ce n'était pas des choix sportifs, ce n'était pas des choix tactiques. Pas du tout en tout cas. Ce secteur du milieu de terrain ne cesse de s'enrichir avec des profils, certes, mais quand on essaie de changer un peu la configuration du placement tactique, notamment la défense à 3-5 milieux de terrain, tout le monde a l'occasion de se retrouver. On a vu Sadiki, on a vu Piquel, on a vu aussi Moutoussamy, bien évidemment Edo Kayembe qui est un milieu box-to-box qui peut suppléer en tant que milieu défensif et un peu pousser le ballon vers l'avant vu non seulement son physique mais aussi son volume de jeu extraordinaire. Je pense que pour le milieu de terrain, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter pour le moment, en attendant qu'on puisse peut-être avoir des sollicitations parce que si jamais on se qualifiait pour la Coupe du Monde, il y a la CAN qui arrive. Donc cela veut dire qu'il y a certains joueurs qui vont solliciter le fait de venir eux-mêmes. Et comme j'aime bien le dire, la concurrence collective raffine les performances individuelles. Christian, s'il vous plaît. Christian, il n'y a pas à s'inquiéter pour les milliers par rapport au profil que nous avons, par rapport à la qualité et le nombre de joueurs. Mais il y a à s'inquiéter pour le choix du sélectionneur. Il y a de quoi s'inquiéter par rapport au choix du sélectionneur. Parce qu'il y a eu un moment où nous avons crié sur nos attaquants. Parce qu'on n'a rien contre Edo Kayembe avec son profil. Il sait faire derrière et devant. Il a un apport défensif et offensif exceptionnel. C'est remarquable. Et la dernière fois qu'il a joué en sélection, c'était ça. Mais lorsqu'il s'agit de donner une chance à un autre milieu de terrain, pendant qu'on doit laisser un autre joueur, un titulaire habituel sur les bancs, ça devient un problème. Ça devient un problème chez Sébastien. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas dire non, je n'ai rien contre. Mais après, tout le monde sait pourquoi Moukaou avait créé les KO. On le sait. On ne sait pas, c'est là, ça dit qui. Vu l'enjeu de l'heure, ce n'est pas le moment de tester des milieux de terrain. Sébastien. Non, mais ça dit qu'il ne sera pas testé. Ça dit qu'il ne sera pas testé. Ça ne sera pas la première fois. Mais dans ces cas de figure, ça ne sera pas la première fois. Dans ces cas de figure, Noah, il est en forme. Il est en forme. Ouais. C'est pas la première fois. Il a déjà joué avec l'équipe. Oui, là, vous savez, ça c'est Noah n'a pas à se plaindre parce qu'il a déjà joué, c'est vrai. Mais quand on essaie d'étendre un peu le placement ou le dispositif tactique sur terrain, il aura sa place. Si c'est un 3-5-2, Noah aura sa place. Mais ça c'est selon les enjeux. Ça c'est selon l'heure. Le sélectionneur ne peut pas penser comme tout le monde. Cela veut dire il pense à l'état de forme d'un joueur alors qu'il a déjà un noyau bien établi, des joueurs à qui il fait confiance et à qui il inculque une certaine mentalité. Il ne va pas venir ramener peut-être... C'est même pour ça que j'ai dit que les sélectionneurs connaissent mieux ces joueurs
Ouais, mieux qu'il convient à l'entraîneur de décider de faire ses choix. Mais nous aussi, nous sommes analystes, on peut toutefois. Bien évidemment, on peut émettre un avis. Il y a eu un moment, nous avons tous crié sur nos avant-centres. À un certain moment, on a confondu le problème. On a cru que le problème, c'était Samuel Essendé. On a tenté avec Banza, c'était la même chose. Même avec Bakambu, c'était la même chose. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, on n'avait pas... Avec Mayele, ça marche. Non, Mayele, c'est un autre registre. Mayele, il entrait dans un registre bien précis. Allez-y. Mais dans presque la plupart des matchs, où vous remarquez que, là c'était un avis personnel, on était en manque d'un véritable leader technique sur le terrain qui pouvait mettre dans de très bonnes dispositions nos avant-centres. Raison pour laquelle nos avant-centres, ils faisaient peut-être des appels dans les interlignes, mais le ballon ne suivait toujours pas dans le dos de la défense. Soit la passe n'était pas assez appuyée, peut-être celui qui réussissait par moment à le faire, c'était Théo Bongona. Mais il était aussi dans... Vous voulez dire que l'absence aujourd'hui de Gaël... Non, Gaël, ça nous jouait qu'une seule mi-temps. Dans la deuxième partie de la rencontre, mais ça apportait beaucoup au Gaël était englouti. C'est pourquoi moi je plaidais. Dans un milieu du terrain composé de Charles Piquel, Moutoussamy et Dokaïmbe, j'estime qu'on aura plus de temps à passer sur les côtés avec la percussion de Wissa et Elia, mais dans l'entrée-jeu, dans l'axe de l'attaque, dans la construction, il faut rester attentif. Allez, on va avancer, évident. Très vite, hein, parce que je chute. Par moment, j'ai même plaidé au repositionnement de Théo. Je commençais à penser au repositionnement de Théo, s'il pouvait venir un peu dans l'axe de l'attaque, parce qu'avec lui, au moins, on savait trouver la profondeur. Avec Edo, il récupère, mais il prend trop de temps. Mais Théo aussi, il conserve beaucoup le ballon. Justement, mais parce qu'il est sur les côtés. Merci beaucoup, on avance. Alors, même il y a un autre comportement, merci beaucoup, parce qu'on fait vraiment la course contre la montre. On attaque Wissa, Mayele, Banza et Sende Bakambu. Sébastien n'a pas voulu s'embrouiller là-dessus, mais on s'est dit, on commence par qui? Ou on commence avec qui déjà dans le 11 de départ contre le Soudan du Sud? Est-ce qu'on donne de la confiance à ceux qui ont marqué à Orléans? Bien voilà, on ne change pas l'équipe qui gagne. Je crois que c'est question aussi des registres, des attaquants par rapport au profil, par rapport à l'adversaire en face. La chance de ça, c'est d'avoir des avant-centres de qualité avec des profils différents. Donc tu peux jouer avec Maël et c'est un autre profil, tu joues avec Banza, c'est un autre profil, Bakambu, c'est un autre profil, et Sende. Donc c'est vraiment le profil totalement opposé. Ça permet au sélectionneur de faire de bons choix au bon moment. Je crois que si j'étais l'entraîneur, parce qu'on peut tout dire, allez-y. Considérez-vous porter le costume de Sébastien maintenant. Si j'étais Sébastien Desabre, contre le Soudan du Sud, je mettrais carrément Simon Banza comme attaquant qui commence. Au vu de ce qu'il a réalisé à Orléans, pour la confiance, il doit la continuité. Donc, il devrait pour la confiance, et on va voir sa prestation. S'il preste bien, il se met encore confiance en marquant. Mais je vous dis, contre le Sénégal, il sera dangereux encore plus parce qu'il va encore gagner en confiance. Je crois que c'est Simon Banza l'attaquant le plus complet parmi tous, parce qu'il est capable de jouer pivot, il est capable de jouer aussi en profondeur. Donc il est le plus complet par rapport aux autres. Je crois que les profils du milieu de terrain, parce que c'est un débat qui venait d'être fait ici, je n'ai pas parlé assez. Allez-y, Noah Sadik, en tout cas mon avis, je crois que Noah Sadik a gagné en expérience. Il a vraiment gravi les échelons. En sélection, on a vu à Orléans, il a joué beaucoup. Donc c'est un joueur qui est vraiment généreux dans les efforts. Il sait vraiment se donner beaucoup. Je crois que Sébastien Desabre a vu le profil. Mais monsieur, il va lui chercher la place, ça c'est certain. Avant qu'on ne chute, comme Moukaou annoncé blessé, est-ce qu'on ne pouvait pas peut-être tenter avec un joueur du Chan? Bon. Les remplacer par exemple avec un Matobo, par exemple, les questions de dire que Sébastien, il était au Kenya, il a vu quand même cette équipe proposer des choses. Vous savez, Sébastien Desabre est toujours fidèle à sa façon de faire, à sa philosophie, surtout à son noyau. Ce sera difficile de pouvoir intégrer un joueur maintenant, surtout vu l'enjeu. C'est vrai, on a vu quelques individualités pendant le championnat d'Afrique des Nations qui ont quand même plu, notamment le profil des défenseurs. Il y a quelques-uns qui ont satisfait, les milieux de terrain aussi. Mais vu l'ampleur de ce match, on ne peut pas risquer d'emmener un Matobo par exemple, comme vous voudrez que je puisse le dire. Il faudrait peut-être l'intégrer à l'approche, par exemple. Il faudrait l'intégrer peut-être à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. Moukaou blessé, on peut amener un Linda Mtangué. Moi, ça ne m'a pas étonné qu'on ait ramené Chibola, parce que Chibola fait partie de ce noyau depuis les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de Côte d'Ivoire. Donc, soyez-en sûrs, le sélectionneur, il a imposé une philosophie.
quoi qu'on puisse s'imaginer comme idée peut-être de rajout ou de rejet dans le cocon. En tout cas, il reste Sébastien Desabre et on va respecter ses choix. Messieurs, pendant ce temps, il y a un ancien léopard qui se plaint. Je voudrais d'ailleurs qu'on prenne son message. Il s'appelle Yannick Yala Bolassier sur ses comptes ou sur son compte Facebook. Le gars a écrit ceci. Tout au long de ma carrière, j'ai joué dans les 5 ou 6 meilleures ligues du monde. Lorsque j'ai joué semaine après semaine en première ligue et que j'ai joué au plus haut niveau, les respects que j'avais pour la RD Congo, mon pays, étaient le plus élevé. Je n'ai jamais réfléchi à 2 fois, ni fait à attendre. Bien sûr, le pays a eu une époque où personne ne choisissait le pays africain ou les pays africains plutôt que de jouer pour un pays européen potentiel. J'ai donné ma loyauté car c'était mon cœur. À l'âge de 35 ans, j'ai marqué 8 buts et 4 passes décisives dans l'une des ligues les plus compétitives du monde. Une ligue où tout le monde vient acquérir des talents et ils sont achetés pour des millions d'euros. Un pays où les joueurs qui jouent ici sont sélectionnés pour le Brésil, le Pays-Bas, l'Argentine, la Colombie, le Danemark, le Paraguay et bien d'autres. Je ne suis pas quelqu'un qui s'est fait des illusions et qui ne comprend pas mon âge. Ma carrière a été fantastique et mon travail acharné a été béni par Dieu. J'ai été mise à l'épreuve et maintes reprises, mais il m'a toujours donné la force. À 36 ans, je joue pour Cruzeiro, l'une des meilleures équipes du Brésil. Mon expérience et mon amour pour mon pays sont des choses que j'ai toujours voulu transmettre. C'était une façon pour Bolassi de dire qu'il a encore sa place au sein de l'équipe nationale. Bah, tout à fait. Hein. En tant que compétiteur, tout joueur qui joue, il a donné les arguments. Hein. Les arguments sont valables, sont plausibles. Il joue dans l'un des meilleurs championnats du monde, le championnat du Brésil. Nous avons vu la Coupe du Monde, de club, avec leurs équipes qui ont performé. Ouais. Et donc, il a des arguments. Il a vraiment donné des arguments qui sont plausibles pour un joueur qui marque encore, qui excelle encore, qui performe encore. Bon, après, il devrait aussi comprendre peut-être que c'est question de philosophie. Vous savez, tout entraîneur qui est bien organisé lorsqu'il vient, il met toujours en place d'abord un groupe. Le groupe là, il y a des joueurs qui sont souvent convoqués et il y a un groupe de réservistes. Il puise toujours dans son groupe de réservistes là. C'est pourquoi vous avez vu Aaron Chubola revenir. Parce qu'il est dans la liste des réservistes quelque part des Sabres. Il y a Bridel Efongue qui est aussi dedans. Il y a Dakolo. On connaît ces joueurs là, les réservistes. Brian Baye, etc. Donc, lorsque ces joueurs là ne seront pas peut-être à la hauteur, il pourra prendre d'autres pour intégrer dans sa liste des réservistes. C'est comme ça que ça marche. Yannick Bolassier n'a jamais évolué sous des Sabres. Jamais. Depuis qu'il est Sabres là, il n'a jamais évolué sous des Sabres. Encore, il s'est séparé avec Tisserand et les autres, les Kebano, qui ne sont plus revenus. Donc, des Sabres, il est venu avec sa philosophie. Il a trouvé qu'il y a des profils qui peuvent m'accompagner dans mon travail. Voilà, tel profil, tel profil. Les autres, peut-être, ce n'est plus, en tout cas, la mayonnaise que je cherche. Maintenant, le problème, c'est situé à quel niveau. Je pense que des joueurs comme Ibola, c'est une légende du football congolais, de notre équipe nationale, bien sûr, pour tout ce qu'il a apporté dans la période où nous traversions une saison très difficile. Pas de joueurs, mais il brillait. Il acceptait de venir, il jouait avec amour, patriotisme. Là où quand les choses n'étaient pas encore organisées, voilà, c'est vraiment des joueurs qui... Donc il est venu en fait effacer Trésor Poutou, qui était les chouchous. Il est venu, c'était le prochain chouchou. Donc je crois qu'on ne peut pas les traiter comme ça. La moindre des choses à faire, c'est de parler à ces joueurs-là, parce que ce sont des cadres. Parler avec eux, Sébastien Desabre devait parler avec eux, devait parler avec les Kebano et les autres qui jouent encore. Et dans tout ça, la fédération, on ne parle même pas de la fédération, on n'a pas de fédération dans notre pays. Merci beaucoup. L'émission, pardon, je vais finir. Si Desabre prenait ces rôles-là de parler avec ces joueurs, leur montrer que voilà, vous êtes des très bons joueurs, vous avez servi le pays. Mais actuellement, je cherche de tels profils par rapport au profil. Même pas dans ma philosophie. Tisserand a été rejeté, le capitaine de l'équipe nationale. Il n'a jamais été convoqué sans explication. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tisserand, c'était le premier épisode. Après, moi, je voulais dire ceci, nous sommes déjà à la fin de l'émission, mais faisons un effort de gérer notre temps, 45 secondes chacun. Voilà. Au moins, ça permet à tout le monde de parler. Allez-y. Alors, je disais, le message de Bolassier n'est pas forcément directement adressé à Desabre, ni à la trêve actuelle. C'est tout ce qu'il a vécu depuis quelques années. Parce que non seulement il n'a pas été sélectionné, ça c'est assez normal, c'est un fait normal, mais il a été vraiment abandonné, écarté, oublié, comme Tisserand qui s'est plaint avant même Bolassier. Alors même sur son message, on a vu, il a parlé de 8 buts et 4 passes décisives. C'est pas cette saison, c'est la saison dernière. Donc là, ça ne veut pas forcément dire qu'il parle de l'actualité, mais il parle de lui comme étant un Congolais qui a servi son pays. Et il a mal. Et il est oublié si vite. Donc c'est ça. Aujourd'hui, il est remplaçant.
Il est remplaçant. J'ai vu, oui, à Kozorio, j'ai vu, il est pas titulaire. Mais quand même, lorsqu'il entre, il apporte quand même quelque chose. Mais après, on comprend qu'il a fait son temps, même si je ne dis pas que son temps est révolu, mais il a fait ce qu'il devait faire. Sébastien ne l'a jamais sélectionné. Je ne sais même pas si c'est qu'il existe. Merci beaucoup. Vous avez épuisé vos 45 secondes. Emmanuel, est-ce qu'il y a encore de joueurs à piocher dans, je vais dire, pas l'ancienne époque, mais l'époque d'avant Sébastien? Y a-t-il encore de joueurs comme ça capables de revenir en sélection? Je pense qu'il y a Bemba qui est déjà là. Je ne sais pas pourquoi on se plaint. Mais on peut prendre peut-être un Kebano, on peut piocher récupérer un Bolassier. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, avant de parler peut-être de Bolassi, que tous ces joueurs qui ont tenté à emmener ce pays en Coupe du Monde, de par les 2 tentatives ratées, font partie de ce combat que nous menons. Et il ne faudrait pas que le combat soit privatisé ou personnalisé. Moi, je suis un peu contre ce message de Yannick Bolassi qui fait en même temps un coup de pression indirect et voilà, il veut faire la victime en quelque sorte. Moi, je ne à tort ou à raison? À tort en tout cas. Moi, je ne suis pas pour cela. Cela veut dire que ceux qui ont fait partie du noyau de 2017, ceux de 2021, devraient se considérer comme faisant partie de l'équipe, oui, précurseur. Voilà, donc il n'y a pas à se plaindre à ce niveau, il n'y a pas à se plaindre. Il n'a même pas sa place dans cette équipe nationale, qui laisse la place aux jeunes, au moins on continue comme ça. Entre-temps, Elia et les autres sont encore là. Ouais. Bon, je ne sais pas d'abord si, parce que je sais que Bolassi c'est un anglophone, il évolue dans un pays lusophone, je ne sais pas le message, parce que quelque part dans son message, il dit sa carrière a été fantastique. Ouais. Maintenant, si cette carrière ne l'est plus, je ne sais plus comprendre. Mais ce qui est sûr, je remarque les constats que je fais sous des sabres, il y a beaucoup trop de plaintes de ce genre. Et beaucoup de cœurs sont blessés. C'est ça. Si on pouvait, je sens qu'il y a un déficit communicationnel, si des sabres pouvaient aller discuter, un bon père avec eux, ça pouvait aider nos joueurs. Parce que n'oubliez pas, vous n'étiez peut-être pas là tout à l'heure, on le disait en off, qu'il y a de ces côtés peut-être que nous négligeons. Quand les cœurs sont autant blessés comme ça, et puis les côtés que nous négligeons, entre autres, et pourquoi les questions, enfin j'étais là, je n'étais pas avec vous physiquement, mais spirituellement j'étais là. Mon esprit vous a entendu dire pourquoi, ou vous interroger, pourquoi les joueurs congolais ne signent pas dans de grands championnats. Ils peuvent commencer là-bas, au lieu de franchir un palier, ouf, ils redescendent. Contrairement aux Ivoiriens, aux Sénégalais, aux Maliens. Non, il y a des Congolais qui ont des mêmes agents que les Ivoiriens. Attends, il y a des Congolais qui ont les mêmes agents que les Sénégalais. Au-delà de ça, nous avons évoqué notre aspect des choses. Pourquoi lors de grands rendez-vous, par exemple contre le Sénégal, j'ai beaucoup de respect contre le Sénégal. On a battu le Sénégal dans l'histoire de nos confrontations seulement en 68. Les restes, le Sénégal, on a vu même à Lubumbashi, c'était catastrophique. On est allé se faire renverser encore 2-0 à Dakar. Le Sénégal, c'est vraiment un adversaire redoutable en face de la RDC. Mais seulement dans de grands rendez-vous comme ça, les Léopards, c'est une équipe où, lorsque vous y attendez le moins, il est beaucoup plus présent. Lorsqu'il vous attendez le plus, il est beaucoup moins présent. Donc, je comprends que ça serait un grand match, mais des garçons comme Bolassi, comme ça, ils méritent bien sa place. Peut-être parce qu'on n'a vraiment pas une fédération qui pouvait discuter avec les garçons, le mettre dans une place qui... Emmanuel Kifoy n'est pas d'accord avec vous. Allez. C'est son avis. Hein. C'est toujours comme ça. On parle de football. Hein. C'est fini déjà? C'est fini. On n'a pas parlé des 44 millions. Parce Emmanuel voulait en parler. On va parler du Chan. Parce que depuis l'élimination, je sens que vous avez des choses à dire. Les tasses. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais on reviendra. On n'a pas parlé aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. C'est cette histoire-là. Les tribunaux Est-ce que les équipes congolaises ou les clubs congolais seront aux interclubs ou pas? On reviendra. Ne vous en faites pas. RDC 1, RDC 2. J'ai fait rire en tout cas. Enfin, on va voir si l'actualité n'est pas. Parce que dans mon introduction, j'ai dit qu'à un moment, il faut donner aussi aux téléspectateurs ce qu'il y a de mieux. On ne peut pas tout le temps passer dans XAS suspendu, un tel, trop de conflits. À un moment, ça fatigue un peu. Il faut parler de football, il faut parler des disciplines qui émergent, mettons un peu nos problèmes de côté. Ça, c'est mon approche. Il faut commencer par arrêter les gens. Donc, si je pense qu'à la veille d'un match important, à la veille d'un match important, on ne peut pas commencer à s'entretuer. X a dit c'est sigre. Non, quand c'est calme, d'abord, cherchons la qualification. Car un royaume divisé contre lui-même ne peut pas résister à l'attaque de l'ennemi. L'émission est terminée. Merci, monsieur, d'être venu. Merci. Comme d'habitude.
à la hauteur des attentes du public. Merci à toute l'équipe technique autour de Jocelyn Toumba, Eric Mwamba, Pichu Kokola. Voilà. Des descentes ont été à la prise des sons. On se retrouve le week-end prochain. Ce sera juste après le match contre le Soudan du Sud, puisque ce match-là se jouera bien sûr les 5. Ce sera à Djouba. On va analyser et se projeter sur le match de l'autre mardi. Ce sera le 9 contre le Sénégal. Un match très attendu. Portez-vous bien et nous espérons qu'on ira au mondial cette fois-ci. À très bientôt.